C'est sans doute sa dernière bataille. François Hollande veut inverser comme promis la courbe du chômage avant la fin de son mandat. Il a présenté pour cela son plan d'urgence pour l'emploi. C'était ce matin. Coup de théâtre dans l'affaire Kerviel alors que l'ex-trader est arrivé au palais de justice pour demander la révision de son procès. Les propos d'une magistrate jettent le doute sur ce que la Société Générale savait réellement des agissements de Jérôme Kerviel. Et puis en Israël, le terroriste d'Otniel court toujours. La chasse à l'homme se poursuit pour mettre la main sur ce Palestinien qui a tué une mère de famille à son domicile. Minutes pour faire le tour de l'actu. Vous êtes sur i24 News. Bienvenue à vous. Elles ont été annoncées ce matin. Les mesures de la dernière chance pour l'emploi en France. Le président a dégainé son plan d'urgence pour inverser la courbe du chômage. Et pour cela, François Hollande met 2 milliards d'euros sur la table. Julia Galancia. François Hollande le sait, c'est le plan de la dernière chance. Dernière année pleine de son mandat, le président fait de l'inversion de la courbe du chômage la condition de sa candidature à un second mandat en 2017. Il annonce une bataille pour l'emploi. Ce qui compte, c'est d'aller regarder ce qui peut être créé dans notre pays au-delà même de quelque échéance électorale que ce soit. Ce qui compte, c'est de faire les réformes jusqu'au bout. 3 mesures phares pour mettre ce plan d'urgence en marche, 500 000 formations supplémentaires pour les chômeurs, une aide à l'embauche pour les très petites et moyennes entreprises et des mesures en faveur de l'apprentissage. Ce plan d'urgence a un coût, plus de 2 milliards d'euros, dont 1 milliard consacré à la formation de 500 000 chômeurs, des dépenses qui seront compensées intégralement par des économies selon le chef de l'État. Pour que les chômeurs formés et les apprentis augmentent leurs chances de trouver du travail, de nouvelles mesures sont prises afin de soutenir l'emploi dans les PME. Toute entreprise de moins de 250 salariés qui recrutera un jeune ou un demandeur d'emploi, c'est-à-dire un salarié, payé entre 1 et 1,3 fois le SMIC, en CDI ou en CDD de 6 mois et plus, se verra verser une prime de 2 000 € par an. Face à l'inquiétude des Français et après de nombreuses promesses, le temps presse pour François Hollande. Le président avait promis que la courbe du chômage s'inverserait avant fin 2013. 650 000 chômeurs supplémentaires se sont inscrits à l'Agence nationale Pôle emploi depuis son élection en 2012. Et à 16 mois de la présidentielle, François Hollande joue son va-tout. L'inversement de la courbe du chômage était l'une des promesses principales de son mandat. À Paris, la correspondance d'Olivier Lerner. Ce que l'on a bien observé ce matin, c'est l'engagement très personnel de François Hollande, quitte à passer pour Monsieur Bricolage. Le chef de l'État a ouvert sa propre boîte à outils, il a ouvert son portefeuille aussi, en tout cas celui de l'État. Il a ouvert son cœur aussi, parce qu'on sait très bien que la réussite de ce plan d'urgence de l'emploi dépend de la suite de sa carrière politique. La droite critique. Éric Woerth n'a pas tardé à réagir pour les Républicains. 2 milliards d'euros sur la table et puis 500 000 demandeurs d'emploi qui vont être formés. Impossible, a dit l'un des porte-parole de Nicolas Sarkozy. Quelques chiffres pour bien comprendre l'enjeu. On compte aujourd'hui en France 3 600 000 demandeurs d'emploi. C'est 10,6% de la population active. Plus d'1 million de chômeurs aujourd'hui n'a pas le niveau du bac. 700 000 n'ont même pas le niveau du CAP. Alors, inverser la courbe de tous ces chiffres, ce sera difficile pour François Hollande de gagner ce dernier pari. Et puis toujours en France, l'information vient de tomber plus de 2 mois après les attentats du 13 novembre. On vient d'apprendre qu'un Belge lié directement aux auteurs des attentats a été arrêté au Maroc. L'information vient de tomber, on la développera bien sûr dans nos prochaines éditions. En attendant les suites du procès de la Société Générale, Jérôme Kerviel repart au combat. L'ancien trader tente de faire réviser son procès. La donne pour échanger avec la publication d'un enregistrement clandestin. C'est le témoignage de Chantal de Léris, ancienne vice-procureure du parquet de Paris. Elle a suivi l'enquête sur les pertes de la Société Générale et elle assure que la banque savait tout des pratiques de son trader. Je propose d'écouter David Koubi, l'avocat de Jérôme Kerviel. Il s'est exprimé à son arrivée au palais de justice. L'audience de cet après-midi est fondée sur le témoignage, qui est un élément nouveau en droit, du commandant Nathalie Leroy, laquelle indique comment et par qui
ce procès a été manipulé puisqu'elle indique avoir eu la certitude que la Société Générale savait tout des agissements de son trader. Nous assistons à un rapt de la justice par une certaine forme de finance qui n'est, de mon point de vue, et je pense aussi du point de vue des personnes qui vous regardent, absolument pas acceptable. La Société Générale savait tout des agissements de Jérôme Kerviel. C'est ce qu'affirme l'enregistrement de la magistrate et c'est ce que s'évertue à prouver depuis des années Sylvain Passemard. C'est un ancien employé de la société de courtage de la Société Générale. Il a témoigné à plusieurs reprises pour la défense de Kerviel. Il a réagi un peu plus tôt sur notre antenne. C'est un procès à charge, tout à fait. C'est une enquête qui est manipulée, qui a mal été faite en 2008 et 2010. Mais quand les enquêtes de Madame Nathalie Leroy ont avancé en 2012, suite aux informations que je lui délivrais ou qu'un autre de mes collègues témoins aussi lui délivrait, curieusement, en fait, ces enquêtes lui ont été retirées pour qu'elles soient classées 2 jours plus tard. L'activité de Jérôme Kerviel, la Société Générale fait mine de le découvrir le 18 janvier 2008. Or, depuis l'été 2007, il y avait un volume d'activité qui était colossal tous les jours. Ce volume d'activité-là a généré d'énormes transactions financières, donc il y a eu des appels de marge conséquents à régler. Ça a mis en surcharge les services de middle office, de back office, de contrôle de gestion et de trésorerie de la société FIMAT, donc du groupe Société Générale, et forcément par vase communicant de la Société Générale, qui s'est mise en marche pour faire du volume, de l'argent, du cash, tout simplement. La traque se poursuit en Israël alors que le terroriste Dotniel court toujours. Le Palestinien s'est introduit hier dans une maison de cette localité en Cisjordanie. Il a tué au poignard une mère de famille devant ses enfants. Il s'agit de Daphné Meir. Elle avait 38 ans et a été inhumée ce matin à Jérusalem. Reportage sur place, Maël Benoniel. Après l'horreur et l'effroi, place à la tristesse et à l'émotion. Tout le Yishuv d'Otniel ou presque rassemblé à l'extérieur de la synagogue de cette localité du sud de Hébron pour rendre un hommage à leur voisine, leur amie Daphna Meir, poignardée à mort chez elle devant ses enfants. Je ne réalise pas, c'est incroyable de se dire que je ne pourrai plus lui parler, plus lui téléphoner. Il y avait tellement de vie en elle. Elle avait toujours quelque chose à dire et puis elle avait le sourire. Je ne peux pas croire qu'elle ne viendra plus le samedi matin au parc ou prendre son café avec moi. Daphna Meir était connue de tous ici, elle qui a longtemps été l'infirmière principale d'Otniel avant d'aller exercer son métier à l'hôpital Soroka de Beersheva. C'est la consternation, mais qu'on partage la même douleur. On est une famille, on est une grande famille. On se connaît tous. On vit ensemble depuis longtemps et pour longtemps, et ici à Otniel, dans le sud à Hebron. Sur la route qu'emprunte le cortège funéraire dans cette région particulièrement touchée par la récente vague de violence, ils sont des centaines d'Israéliens à s'être réunis en différents points pour marquer leur soutien. Ils sont encore plus nombreux au cimetière de Givat Shaoul à Jérusalem pour accompagner Daphna Meir dans sa dernière demeure. Certaines personnalités politiques ont fait le déplacement. Le ministre de l'Éducation, Naftali Bennett, et le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, se tiennent côte à côte. Beaucoup d'Israéliens sont même venus de loin. Je tenais à soutenir la famille. Et bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas. C'est très triste. Cette nouvelle victime porte à 28 le nombre d'Israéliens morts dans des attaques commises par des Palestiniens depuis le 1er octobre 2015 et le début de ce que certains appellent l'intifada des couteaux. Et on vient d'entendre, la traque se poursuit pour tenter de mettre la main sur ce terroriste d'Otniel. Alors comment se déroulent concrètement ces opérations de recherche? On a posé la question à Mathias Sinbar. Là où se trouve véritablement la localité d'Otniel, aux alentours, dans un rayon de 2 km, dans un périmètre de 2 km, il y a 2 villages. Les voici, ces villages de Kirbat Karmé et Beit Amra, au nord-est de cette localité d'Otniel. C'est là que pourrait et devrait normalement se terrer le terroriste palestinien au nord-est. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu prendre une voiture en direction de ces 2 villages. Comment ça se passe concrètement au sol? Il y a 2 unités, l'armée de terre classique
aéronautiques qui quadrillent et qui patrouillent autour de cette localité, puis des unités spéciales, notamment des Mistahavim dont on a parlé déjà sur cette antenne, des soldats déguisés dont le but est de pénétrer à l'intérieur de ces villages arabes et de trouver chaque indice. Des hommes ont été arrêtés déjà ce matin. Notre attaque, ça s'est passé ce matin à Tekoa. Cette fois-ci, c'est une femme enceinte qui a été poignardée. Oui, et d'ailleurs, j'ai pu converser il y a moins d'1 heure avec le mari de cette femme, Daniel, qui m'a confirmé d'ailleurs que son état est jugé sérieux, mais toujours stable. Et les médecins auraient réussi, et c'est peut-être la bonne nouvelle, la seule bonne nouvelle de ce matin, à sauver son fœtus à l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem. Elle est enceinte de 8 mois. Donc vous comprenez la difficulté. Elle n'a pas pu rentrer dans le bloc opératoire de l'hôpital. Revenons sur les faits pour être tout à fait complet. C'est un Palestinien qui est rentré dans un magasin de vêtements dans lequel elle se trouvait. Il a poignardé à plusieurs reprises. Des cris s'en suivent. C'est là qu'il se fait neutraliser par l'un des habitants de la zone industrielle de Tekoa. Tekoa, c'est à l'extrême sud de Jérusalem qui jouxte le quartier de Hachoma dans la capitale. Ce dernier est lui aussi transféré. Il souffre de plusieurs blessures par balle. Deuxième attaque en moins de 48 heures d'un Palestinien dans une implantation de Cisjordanie. Et on en vient à cette réunion aujourd'hui à Bruxelles des ministres des Affaires étrangères. Au menu, l'examen d'une résolution hostile aux implantations israéliennes. On en parle avec vous, Dror Ben-Sapir. Bonjour. De quoi s'agit-il exactement ? Écoutez, il s'agit en fait de la suite logique de la décision qui avait été prise par l'Union européenne il y a quelques mois. Vous vous en souvenez certainement, sur l'étiquetage des produits manufacturés dans les implantations de Cisjordanie et exportés en Europe. Là, pour les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, en tout cas pour les principaux d'entre eux, le français, le britannique et l'allemand également, il s'agit d'intensifier la distinction entre Israël et les implantations pour tout ce qui concerne la relation israélo-européenne. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Quelles conséquences si cette résolution passe ? Concrètement, ça signifierait que les relations privilégiées qui existent dans les domaines économiques, culturels, scientifiques entre Israël et l'Union européenne ne concerneraient qu'Israël à proprement parler et tout ce qui en Israël peut avoir de près ou de loin des relations avec les implantations de Cisjordanie sera affecté par cette distinction plus nette que certains Européens, encore une fois, veulent établir. Et selon vous, c'est vers cela qu'on se dirige, vers un durcissement de cette politique ? Alors, d'après les toutes dernières informations qui nous sont parvenues, Daniel, peut-être pas, parce qu'il y a plusieurs pays, notamment des pays des Balkans, comme la Grèce, ou des pays de l'Europe centrale ou orientale, notamment la Hongrie, qui sont plus proches d'Israël, et avec les dirigeants desquels d'ailleurs Benjamin Netanyahou s'est entretenu au téléphone ces derniers jours pour tenter de les convaincre de peser de tout leur poids pour s'opposer à cette résolution. Et d'après les dernières informations en tout cas que nous disposons, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente sur cette résolution, et la résolution doit être prise par consensus. Donc il est fort possible que dans quelques heures cette réunion s'achève sur aucun résultat, et donc du point de vue israélien, une bonne nouvelle. Merci Dror Ben-Sapir pour ce décryptage. Dans le reste de l'actualité, le conflit syrien qui déborde une fois de plus en Turquie. Une femme tuée, une écolière blessée ce matin dans une attaque survenue dans la ville frontalière turque de Kilis. Ce sont des roquettes tirées depuis la Syrie qui sont tombées à proximité d'une école. Les précisions de Léa Berdugo. Il est 9h30 lorsque l'explosion retentit. Des obus, probablement tirés de Syrie, ont atterri à Kilis, à la frontière turque. Une école est touchée. Bilan, une femme tuée et une écolière blessée. L'adolescente est transportée à l'hôpital. Au moins un autre projectile est tombé dans une zone déserte sans faire de victimes. Sur ces images diffusées par les médias turcs, on voit que l'obus a fait un cratère. Plusieurs fenêtres ont été soufflées par l'explosion. L'établissement a vite été évacué par les autorités. Depuis le début du conflit, les localités frontalières turques ont déjà été touchées par des obus tirés de Syrie. À chaque fois, la riposte est la même. Des tirs d'artillerie de l'armée turque qui visent les positions d'où sont partis les obus. Dans l'extrême nord du territoire syrien, le groupe État islamique occupe encore une bande de 100 km le long de la frontière turque. Résultat, le secteur situé au sud de Kilis est le théâtre régulier de violents combats. Kilis accueille le plus vaste camp de réfugiés syriens du pays. La ville est également l'un des points de passage des étrangers qui veulent rejoindre les rangs de Daesh en Syrie. Vous regardez le journal sur i24 News, à suivre.
course à la Maison-Blanche, on a assisté hier à une passe d'armes entre Hillary Clinton et Bernie Sanders lors du débat de la primaire démocrate. Les deux candidats sont toujours au coude à coude dans les sondages. Et alors que côté républicain, Donald Trump stigmatise la population musulmane. Plongée dans un instant dans une banlieue de Détroit, Amtrak, la population y est majoritairement musulmane. Et puis nouveau scandale qui agite le monde du sport. Cette fois, c'est le tennis qui est ébranlé. Plus de 70 joueurs soupçonnés d'avoir truqué les matchs. Mais avant cela, c'est désormais officiel, il s'agissait bien d'un kidnapping. Selon les services de sécurité irakiens, les 3 Américains disparus en Irak hier ont été enlevés dans un appartement suspect. C'est un terme qui est utilisé pour désigner un lieu de prostitution. Les rapts ne sont pas rares dans le pays, mais ce sont surtout les Irakiens qui se font enlever pour des rançons, des règlements de compte. Aucun Américain n'avait été enlevé depuis plusieurs années. Et aux États-Unis, sur le plan intérieur, l'événement politique de ce lundi, c'est le dernier débat démocrate avant la primaire. Le ton est monté cette nuit car la favorite Hillary Clinton a dû repousser de multiples attaques lancées depuis sa gauche par un Bernie Sanders pugnace. Gabriel Nolin revient sur les temps forts de ce rendez-vous politique. Des débats marqués par une journée diplomatique historique. Suite à la levée des sanctions américaines, les candidats se réjouissent du rapprochement des États-Unis avec l'Iran, tout en émettant des réserves. Je pense que le rapprochement dans nos relations diplomatiques avec l'Iran est un pas très positif. Donc si la question est de savoir si je veux que nos relations continuent en ce sens, la réponse est oui. Est-ce que j'aimerais ouvrir une ambassade à Téhéran demain? Non, je ne pense pas que l'on devrait faire cela. Nous devons continuer à les surveiller de près. Nous avons eu un bon jour en 36 ans. Et nous avons besoin d'un peu plus de bons jours avant de connaître une vraie normalisation de nos relations. Mais très vite, les sujets de campagne refont surface. Au menu, le port d'armes et des échanges musclés entre Hillary Clinton et le sénateur Bernie Sanders. L'ancienne secrétaire d'État accuse son rival d'avoir soutenu par le passé les lobbies d'armes à feu. J'ai prouvé grâce à des documents qu'il avait voté pour le lobby des armes à feu à plusieurs reprises. Il a voté contre la loi Brady 5 fois. Je pense que la secrétaire d'État Hillary Clinton sait que ce qu'elle dit est faux. J'ai un 0 pointé en ce qui concerne le vote pour le lobby des armes à feu. Le troisième candidat, le sénateur Martin O'Malley, très en retard dans les sondages, tente de sortir de l'ombre, sans grand succès. Autre sujet abordé, les mesures de couverture santé prises par Obama. Le sénateur Sanders, la frange socialiste des démocrates, souhaite proposer un autre projet pour remplacer cette loi. Voilà ma proposition. Fournir une assurance santé à tout le monde et sortir les compagnies d'assurance privées de l'assurance santé. Baisser les coûts de la couverture santé pour les familles de la classe moyenne de 5 000 $. Une proposition considérée comme contre-productive par Hillary Clinton. De tout recommencer avec un nouveau débat, c'est quelque chose qui nous ferait revenir en arrière. Ce débat s'inscrit dans la dernière ligne droite de la primaire démocrate pour trouver le prochain successeur d'Obama. Le suspense reste cependant pour l'instant limité. La candidate Hillary Clinton devance le sénateur Sanders de 25 points dans les intentions de vote nationales. Et Bernie Sanders s'est démarqué par ce qu'il appelle sa révolution politique. Il dénonce un système économique truqué, manipulé par Wall Street et les lobbies. Écoutez à ce propos notre correspondant à New York, David Benaïm. Bernie Sanders a pris l'avantage sur de nombreux sujets hier soir, notamment sur l'accès à l'assurance santé pour tous. Ce débat était très critique pour lui. Bernie Sanders touche un électorat jeune et engagé. 60% des démocrates de moins de 40 ans le préfèrent à Hillary Clinton. Son côté authentique, indépendant, passionné contre les influences de Wall Street et des lobbies sur Washington. Certains sondages le donnent au coude à coude avec Hillary Clinton dans l'Iowa et gagnant dans le New Hampshire. Bernie Sanders doit consolider cette avance et gagner en respectabilité afin de convaincre qu'il est capable de porter le Parti démocrate en cas de victoire aux primaires. Mais Hillary a une avance solide du point de vue national, 24 points sur son challenger, même si Bernie Sanders venait à gagner les 2 premiers États marqués très à gauche. Hillary Clinton peut encore décrocher la domination confortablement. Et alors que l'islam aux États-Unis continue d'être remis en cause lors de cette campagne par Donald Trump, je vous propose une plongée dans une banlieue de Détroit, Amtrak, première ville musulmane des États-Unis. Jonathan Serrero nous en dit plus. Appel à la prière en pleine rue, une scène rare aux États-Unis. En 2004, un vote a fait de Amtrak la première localité dans le pays à autoriser l'amplification de l'appel du muezzin.
Aujourd'hui, cette banlieue de Détroit compte une majorité de musulmans. Ils contrôlent le conseil municipal. Le vendredi matin, les fidèles affluent en masse à la mosquée pour le plus grand plaisir du responsable des lieux. On ne peut pas inverser la tendance. Quand il y a une inondation, on n'essaye pas d'arrêter les autres crues. Nous n'avons pas de problème ici, nous vivons paisiblement ensemble, sans qu'il y ait de problème entre appartenances ethniques. Et les gens ne se peignent même plus de l'appel à la prière. La population musulmane d'Amtrak est originaire de Bangladesh, de Bosnie ou du Yémen. La majorité d'entre eux travaillent dans les nombreuses usines automobiles de la grande ville du Michigan. Issus de la précédente immigration polonaise, autrefois majoritaire dans la ville, le curé Mirek Frankowski confirme le changement identitaire et les craintes de la communauté chrétienne. Ils ont peur que la ville perde son identité d'Europe de l'Est, car il n'y a plus beaucoup d'immigrants polonais ou d'Europe de l'Est qui vivent à Amtrak. La ville va changer, c'est inévitable. Accusé par ses détracteurs de vouloir imposer la charia, la loi musulmane, dans la ville, le conseiller municipal répond par un discours rassembleur. Nous avons l'intention de représenter tout le monde à Amtrak, quelle que soit leur religion ou leur couleur de peau. Au début du XXe siècle, les circonscriptions avaient été redessinées pour diluer le vote polonais. Près de 100 ans plus tard, les musulmans ont réussi sans heurts leur intégration électorale. Et dans l'actualité de ce lundi également, ce scandale qui ébranle le tennis mondial, des matchs truqués à Wimbledon, mais également à Roland-Garros. 70 joueurs concernés, dont certains parmi les 50 meilleurs du monde. Gabriel Nolin. L'affaire a été révélée par la presse britannique alors que débute l'Open d'Australie à Melbourne. Ces 10 dernières années, 16 joueurs du top 50 mondial et même des vainqueurs du Grand Chelem auraient été signalés à l'unité d'intégrité du tennis pour des rencontres truquées. Mais aucune sanction n'a été prise à la rencontre. BBC News et le site BuzzFeed qui dévoile l'affaire assurent avoir eu accès à des archives secrètes mettant en avant un système de corruption à grande échelle. Une thèse confortée par les dires de Djokovic. Il aurait lui-même été approché pour perdre un match. J'ai été approché par des personnes qui ont essayé de m'atteindre en passant par des membres de mon équipe. Bien sûr, notre réaction a été d'opposer un refus catégorique. Pour moi, c'est complètement anti-sport. Honnêtement, c'est même un crime sportif. Le site et le journal expliquent également avoir mis la main sur les résultats d'une enquête faite en 2007 par l'ATP, l'association de tennis professionnel, sur des paris en provenance de Russie, d'Italie du Nord et de Sicile. Résultat de l'investigation, des syndicats de parieurs auraient gagné des centaines de milliers d'euros dans des matchs arrangés, parmi lesquels des matchs du Grand Chelem. 28 joueurs devaient être interrogés, sans suite. Des allégations rejetées par le directeur de l'association de tennis professionnel. L'unité d'intégrité de tennis et les autorités du tennis rejettent toute allégation stipulant que des preuves de trucage de match aient été supprimées ou pas assez étudiées. Et alors que le rapport de la BBC et du site BuzzFeed fait référence principalement à des événements datant d'il y a 10 ans. Nous allons enquêter sur toute nouvelle information qui sort, comme nous le faisons toujours. Selon les médias britanniques, 8 des joueurs incriminés participent à l'Open d'Australie. Leur identité n'a pas encore été révélée. Et je vous le disais, des têtes d'affiche pourraient être concernées. Alors de qui s'agit-il exactement? On a posé la question à Guy Citruc, journaliste sportif. Pour l'instant, non, mais il est possible qu'on en ait dans les heures ou les jours qui viennent. Mais vous savez, truquer des matchs, ça ne veut pas dire forcément altérer le résultat final, hein. Toutes ces dernières années, il y a eu des résultats assez logiques. Mais vous savez que sur pas mal de sites de paris sportifs, on peut parier sur des petites choses à l'intérieur d'un match. Par exemple, qui va gagner le premier jeu. Alors ça, c'est très facile. Vous pouvez très bien vous arranger. Vous avez un adversaire en face de vous. Vous dites, alors le premier jeu, c'est toi qui le gagne parce qu'il y a un ami qui va parier de grosses sommes. Alors le montant n'est pas forcément, le montant des paris est important, mais la cote n'est pas forcément très importante. Mais si vous gagnez 10% sur une somme faramineuse, ça peut être très intéressant. Alors Guy, ces trucs, c'est une affaire qui rappelle les matchs truqués de la FIFA. C'est pas la première fois que le monde du sport est ébranlé par ce genre de scandale. Mais vous savez, mon père disait qu'à partir du moment où il y a 3 hommes au même endroit, on peut facilement arranger des choses, il peut y avoir un début de corruption. Alors donc, voilà, il suffit d'arranger les choses, peut-être d'avoir certains moyens de pression sur un acteur du sport,
et d'influencer, si ce n'est le résultat, ou au moins le déroulement d'un match. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, cette information qui vient de tomber. Avalanche en Savoie. 5 militaires ont été tués. Une avalanche qui s'est déclenchée un peu avant 14 h dans un secteur hors piste, la station de Val-Fréjus, à 2200 mètres d'altitude. Alors, les secouristes ont pu sortir 4 personnes, 6 personnes, 2 en hypothermie et 4 qui sont indemnes. Alors bien sûr, ce drame survient avant un incident similaire. Ça s'était passé dans la station des Deux Alpes. 3 personnes avaient perdu la vie la semaine dernière. Et je vous rappelle que cet enseignant qui accompagnait ses élèves sur cette station a été mis en examen pour homicide involontaire. Et puis enfin, on va se quitter avec l'image du jour. C'est une caricature. Elle est signée Patrick Chapat. Elle est parue dans un quotidien allemand. Merkel face aux migrants. La chancelière allemande, embarrassée dans le dossier, elle a dû faire volte-face après les violences sexuelles du Nouvel An à Cologne. On se quitte là-dessus. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants pour la suite de l'info. C'est sur i24.